Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver sur notre podcast comme tous les 15 jours pour eToro avec Antoine. Salut Antoine, j'espère que tu vas bien. Écoute, ça va Marc. Mais écoute, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour donc ce podcast, effectivement, l'hebdo des marchés. Tout à fait, effectivement, avec cette semaine trois grands thèmes. D'abord, une thématique évidemment liée au conflit entre Israël et l'Iran, avec les prix du pétrole qui sont en train d'augmenter, mais ça ne dérape pas complètement. Et donc, ça sera l'occasion pour moi également de faire un petit point sur l'avenir de la croissance mondiale en 2025. Qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de croissance? On a également l'inflation qui a redémarré aux États-Unis. Donc, on l'a vu, la Réserve fédérale américaine n'a pas justement bougé ses taux d'intérêt, comme on vous l'avait annoncé d'ailleurs ici même il y a quelques semaines. On commencera par ça. Après, deuxième point, beaucoup de questions sur la Chine. Enfin, effectivement, est-ce que la Chine va s'effondrer? Est-ce qu'elle va résister? On voit qu'il y a quand même des excédents commerciaux records, malgré le fait que finalement on pensait qu'il allait y avoir une baisse en avril-mai sur ces excédents. Non, ça continue d'augmenter. On verra ça dans le détail. Et puis, bien sûr, troisième point, les marchés financiers, l'or également, qui finalement, pour l'instant, les marchés boursiers résistent pas trop mal par rapport au conflit. Il y a quand même quelques inquiétudes, mais ça n'a rien à voir avec le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, où ça s'était complètement effondré. Là, il y a certaines, on va dire, un certain calme globalement, mais néanmoins, l'or a battu un nouveau record. Donc voilà, un petit peu les trois grands thèmes de notre podcast pour cette semaine, avec évidemment, comme d'habitude, des graphiques réalisés sans trucage. Et oui, justement, on va démarrer ces graphiques avec justement les cours de l'or hein, qui ont Ou du progressé. pétrole. Voilà, les cours de pétrole, pardon, pétrole de Brent, hein, qui justement vendredi dernier, hein, lorsqu'on a eu l'annonce des attaques, eh bien, on a eu un pétrole qui a pris quasiment 10% dans la séance. Ça s'est un petit peu calmé, mais on sent qu'on a quand même une tendance, une dynamique assez haussière sur le pétrole. Alors, c'est vrai qu'on partait de très bas. Rappelez-vous, on On est était parti de encore à bas. 60 dollars le baril, je vous montre ici, au début mai. À l'époque, c'était encore la crainte liée aux droits de douane, etc., de l'effondrement de l'économie mondiale. Après, on est remonté à 65 dollars. Et puis là, effectivement, donc on est sur 76, 77 dollars au moment où je vous parle pour le baril de Brent. Bon, évidemment, ça augmente, mais on voit que ça n'a rien à voir avec la flambée qu'on a vue, par exemple, lors de la guerre en Ukraine. Justement, là, on était monté à 130 dollars en Ouais. quelques jours, quelques semaines. Donc, on voit bien que pour l'instant, ça résiste. Alors, bien sûr, ça va dépendre de ce qu'ont fait les États-Unis. Est-ce qu'il y aura un embrasement du conflit ou pas? Mais pour le moment, ça résiste pas trop mal. On espère tous, évidemment, que la situation va s'apaiser, que la paix s'imposera et que ce qui permettra justement de retrouver une certaine stabilité géopolitique et donc qui calmera les prix du pétrole. Et parallèlement, imaginez demain, si jamais le régime des Mollahs tombe et qu'on a dans le même temps des accords avec l'Arabie Saoudite, avec Israël, avec les États-Unis, etc., avec tous les pays également de la région, là, le baril pourrait tomber à revenir à 60, voire 50 dollars le baril. Donc ça pourrait être effectivement particulièrement euphorisant. Donc bon, pour l'instant, évidemment, on ne va pas spéculer sur ce qui va se passer. On n'est pas des devins. Mais juste d'un point de vue économique, on voit que finalement, le baril ne flambe pas, mais il monte quand même. Ce qui Mm. veut dire que l'inflation va tout de même augmenter. Ce qui s'est d'ailleurs passé aux États-Unis. Alors, vous êtes sur le slide suivant, on voit les prévisions de croissance mondiale. Pour l'instant, je ne les ai pas révisées. C'est vrai que j'avais intégré justement un baril qui serait autour des 70 dollars le baril. Donc là, on est un petit peu au-dessus, mais donc ce n'était pas non plus dramatique. On reste sur une croissance mondiale autour des 2,5% cette année. Donc, ce n'est pas dramatique, mais c'est vrai que c'est quand même un point de moins que la moyenne des 40 dernières années. Où on a 3,5% de croissance par an en moyenne annuelle. Là, on tombe à 2,5, évidemment hors inflation, ce qui reste limité. Alors, quand on voit le détail de la croissance pays par pays sur le slide suivant, alors oui, déjà, je vous ai montré effectivement le dernier indicateur des directeurs d'achat, l'indice monde composite, tout secteur d'activité. C'est un petit peu amélioré au mois de mai. On voit qu'on est sur un niveau de 51,2 après 50,8 le mois dernier. Donc, vous voyez, on est vraiment, ça conforte ma prévision de 2,5% de croissance au niveau mondial pour l'ensemble de cette année. Alors, on verra ensuite, évidemment, ce qui va se passer au mois de juin, mais à l'heure actuelle, en termes de prévision de croissance, voilà ce qu'on peut dessiner. Aux États-Unis, on est autour des 1,9% de croissance. Il n'y a pas d'effondrement comme certains l'avaient annoncé. Par contre, chez nous, dans la zone euro, ça reste très, très mou, autour, vous voyez, des 0,8% de croissance. Surtout en France, 0,4% de croissance. Ce matin, l'INSEE a révisé à la baisse ses prévisions. Elle est seulement à 0,6. Je rappellerai qu'il y a encore quelques trimestres, elle a annoncé plus de 1%, voire 1,2% de croissance. Quand nous étions déjà autour des 0,6%, avec eux, ils se sont simplement ajustés à nos prévisions. Ils auraient dû davantage écouter notre podcast, qu'ils auraient pu faire de meilleures prévisions. Toujours est-il qu'aujourd'hui, 0,6, même 0,6, c'est optimiste. On serait plutôt autour des 0,4% de croissance pour la France cette année. Ça reste effectivement donc très très mou. Du côté chinois, on en parlait tout à l'heure, on reste sur une croissance autour des 5%.
Bien sûr, l'Inde, toujours sur une croissance soutenue, 6,5%, donc ça reste la locomotive de l'économie mondiale. Voilà, vous pouvez prendre ce que vous voulez comme prévision. L'Italie également à 0,7% fait beaucoup mieux que la France, évidemment que l'Allemagne. Elle va même baisser ses impôts, l'Italie, de 30 milliards d'euros cette année, ce qui va relancer la croissance, alors que chez nous, en France, malheureusement, on a une situation particulièrement dramatique. Et pour l'instant, la note n'est toujours pas dégradée, mais on voit effectivement les risques que le FMI. On a eu la ministre des Comptes publics, Mme de Montchalin, qui a dit tout de même que le FMI pouvait arriver en France un de ces jours pour justement s'occuper des dépenses publiques. Quand je disais ça il y a quelques semaines ou quelques mois ici même, on me traitait de complotiste. On voit qu'aujourd'hui même la ministre le dit, hein, c'est quand même assez incroyable. Donc ça veut dire qu'il y a ce risque qui est là, il faut être très prudent. Pour l'instant, on n'est pas dégradé, mais dès que l'on le sera, on a vu que la Belgique l'a été il y a quelques jours, la France le mérite également, on mérite un simple A, et encore ça sera sympa. À ce moment-là, les taux d'intérêt pourront monter sur taux de 10 ans autour des 4%, voire 4,5%. Et là, évidemment, ça fera mal sur l'activité économique. Mais évidemment, on sera là pour vous en parler de nouveau. Alors, je vous ai fait un petit point également sur l'oncle Sam. On a eu donc l'inflation américaine qui est repartie à la hausse la semaine dernière, à 2,4%. C'est pas dramatique. Oui, sur longue période, on voit quand même qu'on a une augmentation de quasiment 23% des prix à la consommation depuis 2021 aux États-Unis. Donc, heureusement que les salaires ont augmenté quasiment même, du même montant. Donc, c'est plutôt positif. Mais néanmoins, on voit que l'inflation reste à 2,4%, donc au-dessus de l'objectif de la Réserve fédérale. Si on voit l'indicateur avancé, notamment sur les prix à la production, donc là, on voit que même hors énergie et produits alimentaires, on est aussi autour des 3% d'inflation. Donc, vous voyez que, quoi qu'il arrive, on est au-dessus de l'objectif de la Réserve fédérale américaine, qui est justement de 2% d'inflation. C'est d'ailleurs pourquoi hier, elle n'a pas baissé les taux d'intérêt, et je pense qu'elle aura du mal à le faire. Si on voit sur le graphique suivant, on a également une situation où on voit la situation chinoise, je vais en parler. Donc voilà, on est là effectivement avec une croissance de l'inflation. Et donc, ce qui veut dire que la Réserve fédérale devrait maintenir le statu quo durablement. Après, bien sûr, si la croissance mondiale s'effondre également aux États-Unis, peut-être qu'il y aura une réaction. Et pour le moment, avec le prix du baril qui augmente, même si c'est Mm. pas, même si on n'est pas à 130 dollars, à 76 dollars, eh ben, forcément, ça va générer une augmentation de Mm. l'inflation. Donc, la Fed ne pourra pas baisser les taux d'intérêt. Mm. Oui, d'ailleurs, on a eu la réunion de la Fed hier, et c'est vrai que lors du discours de Powell, on a bien senti que la Fed était bloquée finalement avec cette hausse des cours du pétrole, et aussi, il faut pas oublier quand même les droits de douane aussi qui sont inflationnistes, et donc justement, on n'aura pas de baisse de taux d'ailleurs pour la prochaine réunion non plus, hein. C'est assez clair, Ah et bon, le sauf marché le si price. évidemment, voilà, sauf s'il y a un problème au niveau de Oui, l'activité mondiale. Donc là, mais ça va se jouer dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Donc on pourra en parler ok. davantage. Mais c'est vrai que Mm. pour le moment, la Réserve fédérale, bon, en plus, il y a une croissance américaine, on l'a vu, qui est autour des 2%, donc c'est quand même pas mal. Donc Oui, elle n'a ça pas de c'est vrai. raison, effectivement, de baisser les taux d'intérêt. Et alors, on va passer à la Chine maintenant. Effectivement, Oui, on a justement, eu parce que un excédent c'est vrai, commercial record encore, hein, eh qui oui, c'est vrai augmente. que c'est assez incroyable parce que on l'avait évoqué ici même il y a quelques semaines, quelques mois. C'est vrai qu'on avait au premier trimestre 2025 donc une explosion donc, de l'excédent commercial chinois et on l'expliquait très bien. En fait, beaucoup d'entreprises, notamment américaines, s'étaient dit bon ben, en attendant les droits de douane, ben, je vais acheter au maximum de produits chinois pour justement éviter de les payer plus cher à partir du mois d'avril. Et donc c'est ce qui s'est passé hein, finalement. Donc on a eu une explosion de l'excédent commercial chinois au premier trimestre. Après, ça s'est un petit peu calmé au mois d'avril, et puis on pensait que ça allait de nouveau baisser au mois de mai. Il n'y a pas du tout. L'excédent commercial sur un mois a atteint 103 milliards de dollars d'excédent, c'est assez énorme. Et sur 12 mois, on le voit ici, regardez ce chiffre incroyable, 1127 milliards de dollars d'excédent de la balance commerciale chinoise. Donc ça continue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Chine elle continue d'inonder le monde. Alors bien sûr, toujours les États-Unis, mais surtout l'Europe, j'ai envie de dire, puisque comme il y a des risques justement de ne pas pouvoir écouler tous les produits chinois sur les États-Unis, eh bien la Chine essaye de trouver des nouvelles parts de marché, notamment en Europe. Et en plus de cela, évidemment, elle fait du dumping. Elle est en train de baisser ses prix pour permettre justement de conquérir de nouvelles parts de marché. On a en plus un yuan qui ne bouge pas, hein. C'est effectivement, on voit que le dollar a baissé contre toutes les devises, mais pas contre le yuan, quasiment pas. On reste à 7,2 yuan pour un dollar, alors que le niveau d'équilibre, hein, selon la parité des pouvoirs d'achat, c'est 3,5 yuan pour un dollar. Donc on voit qu'on a une sous-évaluation structurelle du yuan. Donc c'est ce qui permet justement aux Chinois de continuer d'exporter. Et comme ben, en Europe, il n'y a ni de droit de douane, ni de problème, je dirais, de barrières non tarifaires, par exemple sur la qualité, ben, les Chinois évidemment en profitent. Et donc grâce à ces excédents commerciaux, la Chine continue d'augmenter ses réserves de change. Vous voyez qu'on est à quasiment 3 300 milliards de dollars de réserves de change au mois de mai. Donc, c'est pas un sommet historique, mais on est sur des plus hauts donc, depuis
2014, hein, rendez-vous compte, à l'époque, c'était avant la crise de 2015, donc la Chine a utilisé ses réserves de change, et là, doucement mais sûrement, elle augmente ses réserves de change, qui lui permet de faire face à l'avenir. Si jamais demain il y a un coup dur, elle pourra justement réagir pour relancer la machine en utilisant ses réserves de change. Donc pour l'instant, la Chine, elle ralentit, elle aura une croissance autour des 5%, donc c'est mou, notamment au niveau de la demande intérieure, donc il y a quand même des dangers pour la stabilité sociale et sociale chinoise, mais elle pourra maintenir un certain niveau de croissance. Alors, sur ce, tout à l'heure on a vu aux États-Unis que l'inflation est en train d'augmenter. Par contre, en Chine, on est toujours en déflation. Vous voyez, la courbe bleue, c'est les prix à la production, on est à moins 3,5%, et la courbe rouge, c'est les prix à la consommation, on est à moins 0,1%, on est en déflation déjà depuis plusieurs mois, ce qui veut dire que justement la Chine utilise l'arme des prix, hein, elle baisse ses prix en interne et également à l'extérieur pour justement conserver, voire gagner des parts de marché. Donc ça, c'est ce que n'avait pas forcément anticipé Donald Trump, hein. Les droits de douane sont en partie compensés par ce dumping des produits chinois. Les Chinois font tout pour justement garder leur part de marché, même en conquérir de nouvelles. Donc voilà, ils en ont besoin parce que comme il n'y a pas de demande intérieure, c'est plus limité évidemment. Ils ont besoin du moteur extérieur. Donc c'est en cela que ce que font les Américains finalement, c'est pas plus mal, puisque ça permet de limiter justement l'hégémonie chinoise. Par contre, nous en Europe, on n'a toujours rien compris. On a eu la semaine dernière les chiffres, par exemple, du déficit commercial français, ça repart à la hausse. Et vis-à-vis de la Chine, rendez-vous compte, on a 50 milliards d'euros de déficit commercial France-Chine. C'est assez énorme, hein. Donc c'est vrai que la France est déficitaire avec beaucoup de pays, mais vers la Chine, 50 milliards, et malheureusement, ça va continuer, puisqu'il n'y a aucune barrière. C'est même plus fort que cela, parce qu'on impose effectivement comment dire, des réglementations très tatillonnes aux produits français qui sont faits en France. Par contre, les produits qui viennent de l'étranger, ben, on ne regarde pas certains critères, notamment sur la qualité, sur l'énergie, etc. Et donc, on laisse faire. Donc, c'est quand même un petit peu dommage. Il faudra quand même un jour avoir une vraie politique agressive d'un point de vue commercial. C'est ce que font les Américains aujourd'hui. Malheureusement, pour l'instant, l'Europe, la France n'y parvient toujours pas. Donc, on sera comme d'habitude les dindons de la farce. Alors justement, notre dernière partie sur les marchés financiers, donc avec toutes ces incertitudes économiques, politiques, géopolitiques, on a quand même des marchés qui tiennent extrêmement bien, hein, c'est assez surprenant, c'est vrai qu'on en parlait avant l'enregistrement, c'est-à-dire qu'on a quand même un marché, alors là on va parler de la France, mais on va parler également des États-Unis, qui a rebondi de quasiment 20 à 25% depuis les points bas du 7-8 avril. Et là, bon, c'est vrai qu'on a du mal maintenant à passer les nouveaux paliers. On a quand même avait atteint les 7009 sur le CAC, on est à 7006 et on est d'ailleurs en train de casser les 7600. On sent que justement les investisseurs ont pris conscience quand même des incertitudes qu'il y a actuellement pour lâcher un peu de lest et les marchés qui glissent actuellement. Mais voilà, c'est vrai, c'est surtout une phase de prise de bénéfices, j'ai envie de dire, hein, mais globalement, il n'y a pas de panique. C'est-à-dire que si vous regardez ce qui se passait, par exemple, lors du lendemain des annonces de Donald Trump sur les droits de douane, le CAC 40 a visé de 16% en quelques jours. Là, on Hmm. est à moins 1,5, moins 2%. Bon, si on prend le début de la guerre en Ukraine, on avait moins 12% de baisse. Donc on voit que finalement, pour l'instant, ça résiste bien. On espère tous évidemment une issue favorable. Mais c'est vrai que vu la hausse qu'on a eue ensuite, hein, après l'épisode des droits de douane, c'est normal qu'on ait une petite baisse aujourd'hui, mais finalement, ça résiste plutôt bien. Par contre, on se rend bien compte que s'il y a encore des craintes sur les droits de douane, ben, ça pourra coûter beaucoup plus cher. Moi, je pense que le vrai danger pour les marchés, hein, c'est bien sûr ce qui se passe d'un point de vue géopolitique. Je pense que c'est surtout la France. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on n'en parle pas trop, mais il est en train de se passer quelque chose d'assez dangereux. C'est que pour le moment, vous savez, on avait ce qu'on appelle, ce que le gouvernement appelait un conclave des retraites, entre guillemets, pour essayer d'améliorer la réforme des retraites, et c'est en train de capoter complètement. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire que s'il n'y a pas de nouvelle réforme des retraites, eh bien, il risque d'avoir une motion de censure qui va passer pour faire tomber le gouvernement Bayrou, donc instabilité politique. Et si jamais là aussi, on ne change pas la réforme des retraites, eh ben, ça veut dire qu'on aura, je dirais, des déficits publics qui vont encore augmenter, sachant qu'on a déjà une sécurité sociale qui est en défaut de paiement selon les mots de la Cour des comptes, hein, pour 2027, mais c'est déjà en train d'arriver, hein.
On en parlait dans la vidéo d'il y a 15 jours. Donc ça pour dire que, attention, il faut être extrêmement prudent. On pourrait avoir justement une crise financière sur la dette publique qui viendrait justement de France, au-delà des enjeux géopolitiques. Donc pour l'instant, effectivement, on a le focus sur la géopolitique, mais attention, la crise française pourrait très vite arriver. Et on a vu il y a quelques jours également les mots via réseaux sociaux interposés entre Donald Trump et Emmanuel Macron. C'est pas, les relations ne sont pas au beau fixe entre les États-Unis et la France, donc ça non plus, c'est pas très très bon pour ceux qui veulent acheter de la dette publique française. Donc il faut être très très prudent. Mais pour le moment, c'est vrai que les marchés résistent, mais je pense que quand ils tomberont, ce sera surtout à cause d'une crise financière et qui pourra justement venir de France. Alors, si on voit le marché américain juste derrière, donc là aussi, pareil, hein, pour l'instant, ça résiste. On est sur une petite baisse. Vous voyez, on est à moins 1,1% entre le 13 et le 18 juin. On verra aujourd'hui, ça va dépendre de ce qui va se passer. Vous voyez que les droits de douane ont beaucoup plus d'impact, on fait beaucoup plus de mal au marché boursier que ce qui se passe aujourd'hui d'un point de vue géopolitique. Donc à suivre, espérons encore une fois que on saura trouver une issue favorable pour tous, hein, bien entendu, pas pour les marchés, mais pour l'ensemble de la stabilité mondiale, puisque c'est aujourd'hui évidemment le danger. Et d'ailleurs, si on regarde l'indicateur de volatilité, hein, ce qu'on appelle le VIX, comme vous le connaissez, hein, vous voyez, par exemple, à l'époque des droits de douane, il montait à 50 sur le Standard Poor's 500. Là, il est autour des 21. Bon, il n'y a rien de dramatique, vous voyez. Donc, je ne parle même pas des niveaux qu'on avait évidemment en 2000 ou en 2020 ou en 2000, en 2009. Donc, ça pour Mm. dire que finalement, on a des investisseurs qui, pour l'instant, résistent, ne veulent pas sombrer dans le pessimisme. Mm. Alors par contre, dernier graphique très important, les marchés donc sur l'euro-dollar, c'est très volatile, on l'avait évoqué. Le dollar ne s'effondre pas, mais on voit bien que comme la Réserve fédérale ne va pas baisser les taux d'intérêt, ça donne un argument supplémentaire justement pour favoriser à la hausse le dollar. On était donc à 1,16 dollars pour un euro il y a quelques jours. Là, on est sous les 1,15. Je pense qu'on peut revenir vers les indices assez rapidement. Ça va dépendre bien sûr de ce que va déclarer Donald Trump, mais néanmoins, on voit bien que la zone euro est en train de s'effondrer sur le front de la croissance, alors qu'aux États-Unis, finalement, ça résiste bien et qu'on a un écart de taux, que ce soit les taux monétaires ou les taux obligataires, largement à l'avantage du dollar. Alors, dernier point quand même, c'est l'or. L'or qui, justement, dans le sillage hein, je dirais, de l'intervention militaire donc israélienne en Iran, on voit bien que l'or a flambé, hein, puisqu'on est sur des niveaux, on a même battu un nouveau record à 3 444 dollars le 15 juin. Alors, en clôture, parce qu'en séance, on était à quasiment 3 500 dollars il y a quelques semaines, mais néanmoins, en clôture, ça reste un sommet historique. Maintenant, ça baisse un petit peu, mais on voit que on reste autour des 3 350, 3 400. Donc ça pour dire que, comme on l'a souvent souligné ici même, l'or est vraiment cette poire pour la soif, la valeur refuge. Donc il faut évidemment en conserver pour justement faire face à tous ces dangers qui nous menacent malheureusement. Oui, tout à fait. Non, mais pour revenir sur les marchés américains, effectivement, on a terminé aussi les résultats d'entreprise, hein, les publications de résultats d'entreprise au premier trimestre qui se sont avérés quand même plutôt bons hein, dans l'ensemble. Hein. On a eu quand même des résultats, des croissances de chiffre d'affaires et de bénéfices qui étaient au-dessus des attentes, mais comme souvent, mais c'était moins vraiment, c'était moins pire qu'attendu. Donc c'est ça aussi, ça a maintenu aussi les marchés américains. Et on voit qu'on a quand même beaucoup d'acheteurs. Lorsque on a des baisses de 1 ou 2%, dès le lendemain, on a toujours une reprise des marchés. Donc à voir maintenant, effectivement, d'où viendra, parce qu'on sait très bien qu'à un moment donné, il va y avoir un trou d'air, quelle en sera la cause. Pour l'instant, un peu compliqué à voir, même si effectivement le contexte géopolitique est tendu. Donc c'est aussi, il faudra regarder aussi comment ça évolue. Mais comme tu le disais aussi, effectivement, il faudra regarder la France, hein, puisque la France, évidemment, si on a, faut pas oublier, l'année dernière, on avait vécu ça, hein, lorsqu'on a eu la dissolution, l'annonce de la Tout à fait. dissolution, la France avait perdu 7-8% en une semaine, mais ça n'avait pas entraîné quand même une chute des marchés européens. C'était un peu un cas isolé, mais bon, Oui, bien sûr, non, mais c'est-à-dire que, alors là, la différence, tu veux, c'est hmm, qu'on a quand même une situation où justement, il s'est écoulé une année où justement on n'a ouais, rien fait, où il y a toujours des déficit public énorme, une dette publique qui continue d'augmenter, donc rien n'a été fait. Donc hmm, là, évidemment, alors c'est vrai qu'il y a des pays européens qui résistent bien, notamment, effectivement, on parlait de l'Italie, Italie, ouais. l'Allemagne également commence à souffrir, mais Hmm, néanmoins, on se rend bien compte que le danger, c'est la dette publique qui hmm, explose complètement. Et encore une fois, hein, moi je trouve que toutes ces déclarations, encore hier, on a eu le FMI, enfin, le chef économiste du FMI qui dit, oui, alors c'est pas pour demain ni pour après-demain, mais une mise sous tutelle de la France par le FMI est tout à fait possible. Mais hmm. c'est des termes extrêmement incroyables. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais imaginé ça il y a encore quelques semaines, si tu veux. Donc, si on le dit, si ces personnes le disent, encore une le disent, notamment la ministre, encore une fois, des comptes publics, c'est que la situation est grave.
et effectivement, on veut un petit peu masquer la situation, on ne veut pas dire la réalité. Nous, c'est ce que nous faisons parce que c'est notre rôle de dire la réalité. Mm. Il y a quand même un vrai danger, je pense. Et comme beaucoup ne sont pas du tout préparés à cela, alors Mm. là, évidemment, c'est ce qui pourra faire mal. Parce que, évidemment, bon, on sait très bien que voilà, cette guerre entre Israël et l'Iran devait avoir lieu tôt ou tard. Voilà. Elle est là Mm. aujourd'hui, espérons qu'elle va vite se terminer. Mais globalement, c'est sûr que, par contre, on ne s'attend pas du tout à ce que la France s'effondre de ce point de vue-là, qu'il y ait une nouvelle crise politique française, que la note soit dégradée fortement. Vous voyez les agences de notation, encore une fois, qui n'osent pas dégrader. Elles disent oui, on devrait le faire, mais on ne le fait pas parce on ne veut pas générer un clash, etc. On me dit oui, c'est la France, c'est le too big to fail, etc. Bon, ok, tout ça c'est vrai, mais justement, si jamais ça arrive quand même, alors là, la surprise sera de taille et pourra justement générer une crise globale, mondiale. Je rappelle que 54% de la dette publique française est détenue par des étrangers. Et ce qui veut dire que là aussi, il y aura un Mm. impact sur l'ensemble des marchés obligataires internationaux et également sur les marchés boursiers. Donc, pour rester prudent, bon, encore une fois, sur le long terme, il n'y a pas de problème, hein, la bourse reste l'un des meilleurs placements avec les dividendes réinvestis. Par contre, sur le court terme, il faut se préparer à une très forte volatilité. Pour l'instant, les investisseurs restent sereins, mais ça qui est intéressant, c'est de voir que les investisseurs ils restent sereins malgré le climat géopolitique. Par contre, je pense que s'il y a un clash, notamment en France, d'un point de vue de la dette publique, alors là, ça pourra vraiment faire mal parce qu'on ne s'y attend pas du tout. Voilà, Ouais, c'est donc vrai. à suivre. Évidemment, on Mm. sera là pour vous accompagner, pour vous aider à affronter cette future tempête. Donc la volatilité va rester forte. Je pense que l'été sera très chaud, peut-être pas sur le thermomètre, hein, malgré le Mm. réchauffement climatique qu'on nous annonce, mais je pense que pas mal assez chaud sur les marchés, sur la politique et le climat social et sociétal en France. Donc soyons extrêmement prudents. Oui, soyons prudents. Effectivement, la prudence, c'est le maître mot. Bon, mais merci Marc pour tes éclairages. Avec plaisir, Antoine. Merci à vous toutes et à vous tous. Continuez, merci d'être fidèles. Merci pour vos messages de soutien et de fidélité. C'est formidable. Et on va continuer, évidemment, à vous dire les choses, à vous dire la vérité. On est là pour ça. Et oui, et on vous dit à dans 2 semaines. Salut à tous. Avec Ciao. plaisir. Bye bye.